Ça fait un moment que je voulais te proposer une vidéo pour bien commencer en photo. Aujourd'hui, je te partage les bases indispensables. Un aperçu global pour prendre en main facilement ton appareil photo et quelques essentiels de composition pour poser des bases solides. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Canne Artiste. Moi c'est Jérôme et dans cette vidéo, je vais te donner des bases pour bien démarrer en photo. La photo, c'est capturer la lumière pour en faire une image. Ça permet de montrer visuellement de façon descriptive ou narrative un sujet ou une idée. Bien sûr, ça se résume pas qu'à ça, mais le but de cette vidéo, c'est pas de rentrer dans le détail, mais te donner un aperçu global. Pour capturer la lumière, l'objectif de l'appareil photo contrôle la lumière qui entre. Ensuite, le rideau obturateur vient séquencer cette lumière plus ou moins rapidement. Et enfin, le capteur enregistre la lumière et en fait des données qui créent la photo. C'est de ces trois éléments que découle le triangle d'exposition. Il permet de gérer l'exposition d'une photo et d'avoir le résultat final qu'on souhaite, en tout cas au niveau de l'exposition. Le triangle d'exposition et les trois éléments qu'il constitue sont à bien comprendre pour prendre en main un appareil photo. Chacun de ces éléments, en plus du côté technique, a un impact énorme sur le côté créatif. On passe maintenant au choix des modes, une étape clé pour maîtriser ces éléments. On choisit les modes en fonction de l'élément technique ou créatif qu'on veut contrôler. Il y a concrètement trois modes importants sur un appareil photo. Le mode priorité ouverture, le mode priorité vitesse et le mode manuel. Les modes prioritaires sont des modes semi-automatiques. On détermine 1 à 2 éléments du triangle d'expo et l'appareil se charge des éléments restants. En priorité A, on choisit l'ouverture et les ISO s'ils ne sont pas en auto. L'appareil détermine le ou les paramètres complémentaires, dans ce cas la vitesse et les ISO s'ils sont en auto, pour avoir une bonne exposition. En priorité S, c'est la même chose mais cette fois-ci avec la vitesse. Avec l'ouverture, on va privilégier contrôler la taille de la zone de netteté, le bokeh si tu préfères, sur sa photo en ajustant l'ouverture F. Alors qu'avec la vitesse, on va contrôler le flou en général, en gérant les temps d'expo. Par contre, les appareils photo ne mesurent pas toujours la lumière correctement, ou en tout cas comme on le souhaite. Pour remédier à ça, on a ce qu'on appelle la compensation d'exposition. On a un outil qui s'appelle la compensation d'exposition qui va nous permettre de dire à l'appareil de sur- ou sous-exposer la photo, pour qu'elle soit exposée comme on le souhaite en ajustant la réglette d'expo. Avec les infos plus claires ou plus sombres qu'on a communiquées à l'appareil photo, on obtient un résultat désiré sans toucher à notre paramètre principal, priorité A ou priorité S. Dans la très grande majorité des cas, les modes prioritaires suffisent, mais parfois le mode manuel est nécessaire. Quand on entend mode manuel, on pense que c'est compliqué, alors qu'en fait, ça l'est pas tant que ça. Le mode M, c'est simplement de prendre le contrôle complet des éléments du triangle d'exposition. Ouverture, vitesse, ISO. Si on a utilisé assez longtemps les modes prioritaires, l'utilisation du mode M se fait très simplement et naturellement. Il ne faut pas tomber dans le piège des vrais photographes n'utilisent que le mode M, car c'est totalement faux. Il faut utiliser les outils d'assistance automatique qui nous facilitent la vie pour se concentrer sur l'essentiel, la prise de vue. En mode manuel aussi, la réglette de compensation d'exposition est utile. Elle nous aiguille à mesure qu'on effectue nos réglages pour savoir où on en est dans l'exposition de notre photo. Les ISO, le troisième élément du triangle d'exposition, influencent directement l'apparence de tes photos. Les ISO servent à adapter la sensibilité du capteur à la luminosité de la scène. Le truc, c'est qu'avec une valeur ISO faible, on a une meilleure qualité d'image, et quand on augmente la valeur ISO, on crée du bruit. Le bruit, c'est une dégradation de l'image sous forme de parasite, générée par l'amplification du signal électrique. Je ne vais pas trop entrer dans le détail ici, il faut simplement retenir que plus tu augmentes tes ISO, plus ta qualité d'image diminue. Par contre, on ne peut pas toujours prendre des photos avec des ISO bas. Il faut ajuster les ISO pour avoir une exposition correcte. La mauvaise idée serait de sous-exposer tes photos en voulant absolument utiliser une valeur ISO faible. Ça, je te le déconseille fortement. Quand je te parlais des modes prioritaires un peu plus tôt, j'ai évoqué les ISO comme éléments à gérer ou pas, en fonction de s'ils sont en auto ou non. En fait, les appareils photo récents gèrent de mieux en mieux les ISO en auto, et c'est une tâche qu'on peut leur déléguer facilement. Il faut juste penser à fixer une valeur limite d'ISO maximum, comme 1600, qui je pense est une valeur ISO qui permet d'avoir une qualité acceptable, avec la majorité des appareils photo, même les plus anciens. Après avoir fait le tour des fondamentaux de la création d'une image, il faut appréhender les systèmes de mise au point qui permettent de faire le focus sur le sujet. Pour chaque paramètre réglé de ton appareil photo, que ce soit l'ouverture, la vitesse, les ISO, etc., il y a une influence directe sur le résultat final de la photo. Cette influence est esthétique et sert aussi à participer à ce que tu fais ressentir avec ta photo. C'est un sujet qui mérite sa propre vidéo et dont je te parlerai sûrement prochainement. Comprendre et choisir le système de focus n'est pas qu'un réglage technique, c'est déjà une réflexion avancée dans ta prise de vue. Le choix du système de focus nous force, même quand on débute, à nous poser des questions comme quel est mon sujet et qu'est-ce que je veux montrer ou exprimer dans ma photo. C'est une des prémices qui nous fait penser et réfléchir consciemment
à l'intention qu'on a en prenant notre photo. Dans cette vidéo, je vais principalement te parler du fonctionnement des 3 systèmes de mise au point de ton appareil photo. Le système AFS, qui signifie Autofocus Single Point, utilise un seul point fixe de mise au point. C'est un des systèmes à utiliser sur des sujets statiques ou presque. On peut utiliser toute la surface de mise au point de notre appareil, mais le focus ne sera fait que sur le collimateur qu'on aura sélectionné. C'est le système que j'utilise dans 95% des cas avec une méthode que beaucoup de photographes utilisent aussi, qui permet de gagner du temps et qui consiste à utiliser que le collimateur central. Historiquement, c'était parce que le collimateur central était le plus performant des appareils DSLR. Ce n'est plus vraiment le cas sur les appareils mirrorless, mais cette technique est restée parce qu'elle est très pratique. Avec cette technique, on utilise le collimateur central même quand le sujet est placé ailleurs qu'au centre. On fait la mise au point sur le sujet, on bloque la mise au point avec le déclencheur à mi-course, on recompose sans trop déplacer son appareil photo pour pas décaler sa mise au point, et on déclenche une fois notre composition faite. C'est une méthode rapide et à laquelle on s'habitue très facilement. Ce serait dommage de parler des systèmes de focus sans parler du bouton de focus arrière. Pour la technique de mise au point suivie de la recomposition dont je viens de te parler, il n'y a pas que l'option avec le déclencheur bloqué à mi-course qui fonctionne. On peut aussi utiliser le bouton AFL-AEL, c'est un petit bouton qu'on a à l'arrière de nos appareils photo pour verrouiller la mise au point. AEL signifie Auto Exposure Locked, exposition auto-verrouillée, et AFL, Autofocus Locked, donc autofocus verrouillé. Donc quand tu fais ta mise au point, tu bloques la mise au point avec le bouton AFL au lieu du déclencheur à mi-course, et ça va te permettre, tant que tu maintiens le bouton pressé, de conserver la mise au point là où tu l'auras faite. C'est pratique quand on a plusieurs photos d'affilée à faire avec un sujet qui n'est pas au centre. Comme ça, on n'a pas à faire la mise au point à chaque déclenchement, ce qui évite de recomposer à chaque fois. Avec le déclencheur à mi-course, tu es obligé de refaire la manip de mise au point sur ton sujet à chaque déclenchement, et de recomposer avant de déclencher, ce qui peut être fatigant et peut même te faire louper des photos parfois. Là, tu fais une fois la manip, tu presses sur le bouton AFL, AEL, tu recomposes et ensuite tu as juste à déclencher. Ta mise au point restera verrouillée sur ton sujet tant que tu maintiens le bouton pressé. Avant d'utiliser ce bouton, il faudra que tu définisses son fonctionnement dans les réglages de ton appareil photo. De base, il bloque l'exposition et le focus sur ton sujet quand tu l'utilises. Tu peux aussi l'utiliser que pour bloquer l'exposition ou uniquement la mise au point. Personnellement, je le paramètre pour qu'il verrouille que la mise au point, parce que j'aime bien gérer l'exposition au moment où je fais ma composition, et c'est seulement ensuite que je fais et bloque la mise au point sur le sujet. Ça, c'est vraiment une préférence personnelle, à toi de voir comment tu préfères l'utiliser. Voilà pour la petite astuce du back button focus. Le système AFC est celui que je place en second dans mon ordre de priorité d'utilisation. AFC signifie Autofocus Continuous, donc autofocus continu. C'est le système qui permet de suivre un sujet en mouvement, qu'on peut paramétrer avec un ou plusieurs collimateurs de suivi. C'est ce système qui est utilisé quand on sélectionne la détection de visage, d'animaux ou de certains objets comme des avions ou des voitures dans certains appareils récents. On sélectionne le sujet, on verrouille la mise au point dessus avec le déclencheur à mi-course ou également avec le bouton AFL-AEL, et la mise au point suivie sera faite tant que le déclencheur à mi-course ou le bouton AFL-AEL sera maintenu pressé. Pour le coup, c'est beaucoup plus pratique avec le bouton AFL-AEL qu'avec le déclencheur à mi-course, et c'est même indispensable, je pense, quand on est en mode rafale. C'est un système de focus qui est plus ou moins fiable selon les appareils, mais qui généralement fonctionne plutôt bien sur les modèles récents. On débranche presque tous les automatismes et on passe en manuel. Le focus manuel est de plus en plus facile à utiliser, en particulier pour les appareils photo mirrorless qui utilisent ce qu'on appelle le focus picking. Le focus picking permet de mettre une couleur de surbrillance là où est faite la mise au point, en fonction de l'ajustement que tu fais avec la bague de mise au point de ton objectif. C'est un système qui dépanne, surtout quand il y a trop ou pas assez de contraste et que l'appareil photo n'arrive pas à faire la mise au point au bon endroit ou n'arrive pas à faire la mise au point tout court. Quand tu essayes de faire la mise au point avec un des systèmes semi-automatiques et que ton objectif commence à te faire la danse des va-et-vient quand tu veux faire le focus, c'est souvent plus facile et rapide de passer en mode manuel. Fais des essais d'abord pour voir comment ça fonctionne et tu verras que c'est super intuitif et pas si compliqué qu'on se l'imagine. Maintenant que tu as compris comment prendre en main l'essentiel de la partie technique de ton appareil photo, je vais te donner 3 notions simples de composition pour améliorer tes photos dès le début. La composition, c'est un sujet super vaste et ça peut pas se résumer en 3 points. Il faut encore moins suivre strictement à la lettre les points dont je vais te parler et les ériger en dogme. Je te donne des bases surtout pour t'initier à la composition, pour rendre tes photos plus esthétiques et commencer à les faire parler. Quand on débute, on pense souvent qu'ajouter des éléments rend une photo plus intéressante. En réalité, la simplicité donne souvent plus d'impact à nos photos. Mieux vaut avoir une photo qu'avec le sujet qu'une photo où on a du mal à savoir qui est le sujet.
Comme on dit souvent en photo, less is more, moins c'est plus. Chaque élément sur l'image doit apporter quelque chose à la photo, accompagner ce que l'on veut montrer ou dire, et il faut éviter au maximum toute distraction dans l'image qui n'apporte rien à la photo. Voilà pourquoi la simplification est un des premiers éléments que j'aborde quand je parle de composition. Ça permet de faire le tri dans l'image, de faire attention à ce qu'on inclut ou pas, pour savoir si ça correspond au résultat final qu'on veut avoir. C'est pas une solution universelle, mais dans la plupart des cas, créer de la profondeur dans une photo est un bon moyen de lui donner plus d'intérêt. Le principe est d'avoir plusieurs couches dans l'image, comme un premier plan, un sujet et un arrière-plan. C'est vraiment un moyen simple et efficace pour donner du volume et un semblant de 3D à nos images qui sont en 2D. Cette profondeur crée des images plus agréables à l'œil et où on arrive à se placer dans l'image. Par exemple, pour une photo de paysage, tu pourrais avoir un rocher ou des fleurs au premier plan, un lac ou un arbre comme sujet principal et des montagnes en arrière-plan. Ça donne également une notion d'échelle et de distance à la photo. Sauf si tu vises une symétrie vraiment parfaite, c'est rarement une bonne idée de centrer ton sujet. Pour que ce type de compo fonctionne, il faut vraiment savoir ce qu'on fait, le faire avec intention et avoir un but vraiment précis en tête. Il faut surtout très bien comprendre et maîtriser la composition en général. Dans la majorité des cas, de déplacer même légèrement son sujet vers un des bords de l'image crée de meilleures photos. J'ai lu quelque part que ce serait scientifiquement prouvé que l'œil n'accrocherait pas le centre de la photo. Il tournerait autour du centre continuellement alors qu'il accrocherait facilement un sujet décentré vers un des angles de l'image. Par expérience, je te confirme qu'en plaçant ton sujet légèrement sur un côté de l'image, tu crées des compositions qui marchent mieux, plus dynamiques et agréables à l'œil. C'est pas pour rien que la règle des tiers qui parle des lignes de force et des points de force est si populaire. Avec la règle des tiers, tu divises ton image avec 2 lignes horizontales et 2 lignes verticales. Ces lignes s'appellent des lignes de force, et les intersections de ces lignes te donnent ce qu'on appelle des points de force. En plaçant ton sujet sur une de ces lignes ou un de ces points de force, tu auras généralement des photos avec plus d'impact. En utilisant cette règle, dans la plupart des cas, tu améliores la composition de tes images et tu les rends plus faciles à lire. C'est loin d'être une règle absolue, mais au départ, c'est un bon outil de composition, tant que tu ne maîtrises pas encore les codes de la composition et que tu ne sais pas encore comment t'exprimer comme tu le souhaites avec tes images. Le plus souvent, en décentrant ton sujet, tu créeras des photos plus lisibles et plus équilibrées. Il n'y a pas de solution miracle qui fera de toi instantanément un bon photographe qui arrive à tous les coups à créer la photo qu'il imagine. Le secret pour progresser en photo, c'est la pratique. Apprends les bases comme tu viens de le faire et entraîne-toi encore et encore. Il n'y a que comme ça que tu assimiles vraiment toutes les connaissances que tu cumules. Il faut vraiment trouver une bonne balance entre l'apprentissage et la pratique pour fixer via l'expérience tout ce que tu apprends. Donc je te laisse prendre ton appareil photo et aller t'exercer. Si tu as aimé cette vidéo, pense à la partager si elle t'a fait penser à quelqu'un en particulier et oublie pas de t'abonner pour pas manquer les prochaines. Tu peux aussi laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.